claque. Salut à tous. Petite vidéo sous un format un peu différent pour justement aborder la sortie, le développement, la genèse, on va dire, de toutes les nouvelles pièces vous avez dû apercevoir à travers ce qu'on a communiqué. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller à travers les dessous, les petites anecdotes des produits et surtout pour aborder d'autres thématiques qu'on a sorties et expliquer en fait les choses. Alors du coup, je me réintroduis rapidement pour ceux qui sont entrés dans le game de la trotte ces dernières années. Je suis à l'origine de la création d'Ethic, avec d'autres, avec Cyril, et aussi d'autres projets tels que Dissidence Distrib, la même aux US, la création du Shop Authentique à Lyon, que manage Francky à merveille. Quelques marques aussi, Black Pearl, Versatile, Hérétique, et voilà. Donc tout un petit tas de projets que vous avez peut-être entendu parler ou aperçus. Sur toutes ces tâches-là, moi mon rôle, on va dire que c'est de manager, faire en sorte que tout tourne rond, trouver les nouvelles idées, et surtout, du design et de la conception des pièces. Donc à savoir l'idée qui sort de la caboche, en fonction du besoin, le fait de la conception des pièces sur ordinateur, le suivi en Chine vis-à-vis des process de fabrication, des timings de production et tout l'ensemble pour qu'à la finalité ça arrive tac dans votre magasin préféré au coin de la rue. À travers tout ça, en fait, je suis toujours un peu resté dans l'ombre parce qu'il n'y a pas forcément, c'est pas forcément mon dada d'être sous les feux des projecteurs. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont faites en arrière-plan et dans l'ombre et qui peuvent être cool de partager avec les gens. Donc voilà, il y a possibilité que les temps à venir, quand c'est nécessaire, je puisse faire un petit one-man show comme ça, histoire de détailler des petites anecdotes et des petites pépites sur le développement justement de ces nouveaux joujoux. En tout cas, j'espère que ça va permettre au plus grand nombre de pouvoir apprendre plus de choses sur ces pièces. Vis-à-vis de la gamme Ethic, parce que c'est ça le sujet dont on va parler aujourd'hui, en effet, d'un point de vue extérieur, c'était assez calme ces dernières années. Il y avait des bonnes raisons pour ça. C'est parce que il y a 2-3 ans, je me suis dit, allez, bam, on repart et on va tout refaire. Alors, mais vraiment tout repenser de zéro, enfin une putain de fat evo. Et du coup, forcément, ce process, ça prend du temps. Et j'expliquerai pourquoi aussi, peut-être dans d'autres vidéos, c'est assez intéressant. Mais quand on veut faire les choses bien, c'est pas on a une idée et 6 mois après, ça sort. Et l'objectif, c'était finalement d'arriver sur on va dire, si on résume les choses, 3e ère Ethic. Pour la petite histoire, la première ère, on va dire que c'était la sortie d'Ethic avec les premières pièces qui sont sorties il y a de ça bientôt 10 ans. Au bout de quelques années, j'avais fait une Evo level up avec une diversification des pièces, et plus de modèles et une Evo de toutes les pièces précédentes. Et ça ferait que ça faisait 6-7 ans qu'il n'y a pas eu un gros renouveau. Donc voilà, c'est en cours, c'est là, c'est ce que vous avez pu apercevoir, et ça c'est qu'une première partie de ce qui va sortir. 3e ère, si on peut dire Ethic. Sur le développement de toutes ces pièces, vraiment je me suis dit, on va aller beaucoup plus loin, c'est pas simplement améliorer les pièces, mais c'est vraiment taffer de fond en comble sur tous les aspects, aussi bien que ce soit les caractéristiques des pièces, qu'elles correspondent vraiment à ceux à qui ça va être destiné, mais aussi bien sur les process de fabrication en Chine, la réduction, si possible, l'optimisation des process sur place, parce que qui dit pièce moins chère dit forcément la pièce moins chère à fabriquer, veut dire à la finalité pièce moins chère sur le marché. Ça a pris beaucoup de temps, du coup je suis parti un bon 6 mois en Chine, sur plusieurs sessions, une vie un peu non-stop, mais c'est cool, ça commence à pointer le bout de son nez et voilà. Du coup, toute cette petite introduction pour aborder le sujet principal et la raison de cette vidéo, on a rajouté un petit système de notation pour guider les gens sur le choix des decks, des guidons, des fourches. Je voulais aborder ce truc-là un peu plus en détail pour qu'il soit mieux compris peut-être par ceux qui se sont dit ouais, c'est quoi ce truc-là. L'idée m'était venue il y a déjà pas mal d'années, 5-6 ans que je souhaitais faire ça. Mais bon, par manque de temps ou fainéantise, ça aussi c'est possible. J'étais encore arrivé au stade où je me suis dit bon, c'est le bon moment pour le faire. Et voilà, grosse nouvelle gamme, 3e ère, l'utilité de le faire. Alors pourquoi tout simplement parce que la gamme Ethic est vachement large. On va dire que là, on a 6 decks, 6 guidons, 4 fourches différentes. Je suis de temps en temps confronté au fait que des fois les gens choisissent pas la pièce qui leur correspond, quoi. On est facilement tenté de se dire le deck celui-là c'est le plus cher, vas-y je veux le prendre, alors qu'en fait non, ça ne correspond pas. J'ai déjà vu des minots avec des decks énormes où si toi tu sais que tu bourrines, que t'es habitué à casser des pièces, t'as acheté un pandémonium, pourquoi?
Tu vois, c'est pas fait pour toi, tout simplement. Donc voilà, à travers tout ce panel de choix, dans lesquels chaque pièce est vraiment des spécificités uniques, hein, destinées à un usage ou à une philosophie de riding, je sais que c'est simple de s'y perdre, surtout quand on arrive ou quand on cherche encore son style de ride. Donc voilà, d'où l'idée de faire des petits schémas simples, un peu à interpréter, pour s'orienter voilà, comprendre les nuances, les différences de chaque deck, puisque tous sont bien, mais sont destinés à des personnes différentes. Et l'avantage avec tout ça, c'est que si plus tard, les gens choisissent mieux le deck qui leur correspond, de mon côté, moi j'aurai plus de latitude et de champ de liberté pour faire des pièces encore plus spécifiques. Parce que là, quand je développe une pièce, je suis toujours obligé d'anticiper le fait que des fois ça tombe dans les mains de quelqu'un qui n'aurait pas dû prendre ce produit. Alors du coup, ces notes, c'est quoi? Parce que forcément, on peut se dire, ah, ok, c'est sorti de son chapeau, vas-y, bah c'est l'Île Worm, c'est le nouveau deck, forcément. Il va lui mettre 100, 100, 100, 100. Nickel, le deck c'est du feu, forcément, viens acheter mon bébé, tu vois. Non, non. Je voulais un peu rentrer dans le détail de comment ces notes ont été mises en place, réfléchies, pour expliquer que voilà, il y a tout un process derrière qui est là pour que les notes soient vraiment réalistes. Assez rapidement, je vais faire rentrer dans mes méthodes de travail le fait de faire des tests de simulation sur ordinateur, analyser la pièce, ce que ça va donner dans les faits, et on peut faire plein de choses avec ça, hein, c'est quasi infini, mais on peut facilement faire des calculs de fatigue, de stress, d'impact, de déformation, et du coup ça va super loin et ça donne des données vraiment qui peuvent être super précises, quoi. Alors du coup sur ces process, pour réussir à savoir si la pièce va tenir, pas tenir, l'optimiser, pour la rendre plus légère et plus solide en trouvant des pistes, des solutions. Est-ce que c'est simple? Non, c'est pas ordinateur magique, dis-moi si ce deck est bien, tu vois. Ça prend du temps, c'est simple de partir dans de mauvaises directions et de justement choisir des mauvais choix en fonction des informations qui sont données. Et c'est des protocoles qu'il faut mettre en place et faire évoluer au fil du temps. Et c'est seulement parce qu'actuellement, j'ai déjà à mon actif, je crois, 27 decks designés qui sont déjà sortis, qui ont été ridés. Je crois presque une vingtaine de fourches, une vingtaine de guidons au fil des années. Qu'avec le recul, je peux en fait me rendre compte si mon protocole correspond à la réalité ou non. Genre tel guidon d'il y a 8 ans, je savais qu'il fissurait là par tel type de rider dans telles conditions au bout de tant de temps. Est-ce que maintenant avec mes résultats, ça reflète la réalité? Et aujourd'hui, j'arrive à des simulations qui reflètent vraiment la réalité sur pas mal de pièces. Et ce qui me permet actuellement de réussir à sortir des datas, des notes, des pistes qui soient objectives, qui soient pas celui-là, ouais, je pense celui-là, c'est le feu, il est à 10, tu vois. Et ça, c'est des choses sur lesquelles j'avais jamais forcément communiqué, parce que bon, c'est moi en interne pour mon développement, c'est mon kiff, je passe des centaines d'heures là-dessus, ça me fait triper. Et le fait de taffer comme ça sur des simulations, c'est pas non plus quelque chose de courant. C'est pas non plus quelque chose d'indispensable pour pouvoir faire des bonnes pièces, hein. On peut très bien réfléchir à l'instinct et sentir les choses, ce que je faisais aussi au tout début quand j'avais développé les premiers districts, les premiers decks addicts, mais ça permet de rentrer plus dans l'optimisation, de dépasser des stades et de vraiment pousser le level up, quoi. Alors, je vais rentrer un petit peu plus en détail sur chaque note pour expliquer en fait à quoi ça correspond. On va prendre l'exemple des decks. J'ai réussi à sortir donc 5 indicateurs clés, on va dire. Il y en a un de poids, un de réactivité, un de rigidité, un de résistance et c'est la performance, est-ce qu'il est bon ou pas pour les grinds, slides et toutes ces choses-là. Forcément, il y a des choses que je peux pas aborder, qui n'ont pas de sens, hein, telles que par exemple la longueur. Il n'y a pas une longueur qui est mieux qu'une autre, ou plus je fais long, mieux c'est. La longueur, ça va jouer sur le style, ça va jouer sur le pop, surtout. Plus c'est long, plus tu peux faire bras de levier, tu peux popper, et sur le foot space. Mais je pourrais pas faire une note, intégrer la longueur dans la schématisation, parce que ça n'aura pas de sens. Pour quelqu'un, un deck court et réactif, ce sera mieux. Pour d'autres personnes, un deck long, ce sera mieux. C'est pareil pour l'angle. L'angle, il n'y a pas un bon angle. Pour certains, un angle plus droit en 84, ce sera mieux, parce que ça permet une meilleure position
sur des curbs, sur des slides, ça va permettre de popper plus parce qu'on peut tirer plus sur le guidon vu qu'il est un petit peu situé un peu plus loin que soi. Par contre, pour d'autres qui veulent faire de la rotation rapide, de l'hélicoptère style, là, un angle un peu plus en arrière, ce sera mieux parce que ça favorise la rotation et l'implication des mains sur la rotation des whips. Mais par contre, du coup, sur d'autres paramètres qui sont justement plus objectifs, là, il y a une vraie utilité et ça permet justement de se rendre compte que tel deck est plus orienté dans ce style-là, tel deck est orienté dans ce style-là, de faire les évos vis-à-vis des générations précédentes et des suivantes, et surtout de choisir en fonction de ses besoins. Et comme on peut se rendre compte sur les schémas qui sont sortis, qu'on soit sur les Rawan ou qu'on soit sur du Lindworm, du Vulcane, du Pandora, il n'y a pas un bon deck ou un mauvais deck. Ils ont des orientations qui sont différentes et justement, c'est là que ça peut servir pour choisir la bonne plateforme. Sur tous ces points, donc le premier, c'est la notion de poids. Donc ça va, c'est simple à comprendre. Est-ce que le deck il est lourd, pas lourd? Voilà. Quelqu'un qui veut s'orienter sur un setup light, il va s'intéresser à ce paramètre. Quelqu'un qui s'en fout, justement, il va s'intéresser aux autres et yallah, hop, c'est parti. Deuxième point, réactivité. Alors on peut dire que les deux sont en corrélation, mais pas forcément. La réactivité, ça va être lié à l'inertie des masses en rotation. Et donc là, c'est 1/2 de la masse fois la vitesse au carré, donc c'est pas forcément proportionnel. C'est plutôt les masses aux extrémités qui vont avoir une influence. Un deck peut être léger, mais avoir une note moyenne en réactivité, alors qu'il peut être réactif, tout en étant un petit peu plus lourd que ce que sa note de poids serait, quoi. Et ça permet aussi de comparer un deck vis-à-vis d'un autre en fonction des a priori qu'il peut y avoir dessus. Troisième point, rigidité. Il y a eu par le passé, moi je sais que j'aime bien les pièces un peu flexibles, Jojo aussi qui fait ça, mais dans l'idée, c'est vrai que l'immense majorité des gens préfèrent quand c'est rigide. Ça renvoie un peu plus qu'on fasse du ball ou un sentiment de résistance. Rigidité, du coup, j'ai fait une note pour tel deck. Est-ce qu'il est plus flex? Est-ce qu'il est vraiment rigide? C'est le ressenti sous les pieds, on va dire, qui se transmet dans le guidon, du coup. Il faut savoir que 60% de la rigidité du deck vient du neck, de la partie forgée ou de l'avant du plateau, quoi. Donc voilà, pour chaque deck, on peut connaître son flex. Point numéro 4, c'est la résistance. Donc pareil, de mon côté, c'est un cumul de plein de variables. Mais on va analyser la résistance sur l'avant, la résistance aussi de l'extrusion sur l'effet de la banane. Je fais aussi des tests sur les déformations latérales, maintenant que les decks sont de plus en plus larges. Et aussi des zones de faille critiques, comme des fois il peut y avoir au niveau du frein. Est-ce qu'une fissure se développe parce que à l'arrière c'est mal tolérancé, que les spacers ou que les roulements sont mal ajustés. Tous ces petits paramètres-là rentrent dans les calculs, je t'embouille. À la fin, ça me sort un chiffre simplifié, je rentre pas trop dans les détails, mais histoire que ce soit simple à comprendre, quoi. Cinquième point, le petit score pour la faculté en grind, slide, blunt, enfin tous ces aspects-là. Donc forcément, ça va être lié à la largeur du deck. Forcément, un deck qui sera boxed nativement aura un meilleur score qu'un deck qui sera prévu pour des pegs. J'ai des sous-notes de mon côté en slide, en grind, en blunt, mais j'ai tout synthétisé sur une note qui permet de visualiser cet aspect-là. Sur les guidons, on va avoir moins d'aspects, forcément la pièce a un peu moins de complexité, mais j'ai réussi quand même à sortir 4 paramètres. Le premier, poids, c'est pareil, c'est simple, tu pèses et tac, où est-ce qu'il en est. Réactivité, même concept que pour les decks, ça va être plus les masses en rotation lors d'un bar spin. Troisième point, rigidité. Rigidité, par exemple, un guidon en titane aura la propriété d'être vachement flex comparativement à un guidon en chromo ou même en aluminium. Donc voilà, c'est pour que les gens réalisent quel sera le feeling quand on pop, quand on réceptionne. Du flex peut avoir de l'avantage parce que ça permet d'amortir les chocs, ça casse moins les poignets, alors des grosses réceps. Mais de la rigidité peut donner un sentiment de meilleur feeling entre les mains. Ça dépend du goût des riders, du coup, pareil, autre paramètre pour réussir à faire son choix. Quatrième point, du coup, résistance, pareil, là-dessus, je fais plusieurs types de tests sur de la traction, sur de l'impact symétrique, l'impact asymétrique, où là, pour le coup, ça fait jouer les goussets, la résistance au niveau des soudures. Donc voilà, quatre petits indicateurs qui permettent
différencier justement la gamme et de vraiment comprendre quel guidon sert à quoi. Sur les fourches, troisième point, du coup là il y a encore moins de paramètres, il n'y en a que 3. Poids, classique. Et après je différencie 2 types de résistance. La résistance au niveau du tube, parce que ça va pouvoir intéresser ceux qui principalement roulent avec des guidons très hauts et des decks plus longs. C'est à savoir que plus on roule haut, plus le bras de levier est important, donc plus la fourche a besoin d'être résistante au niveau du tube. Et plus on roule un deck long, plus forcément le point où on va faire une zipette recule, donc plus en fait la fourche également va prendre cher. Du coup, le troisième point, c'est la résistance sur la partie du bas, qui elle, du coup, intéressera plus ceux qui roulent des pegs, forcément. Si tu roules en 4 pegs, tu as 2 pegs à l'avant sur la fourche, ta trotte et vol, ça prend cher, la fourche a plus de chances de douiller en niveau du bas. Mais aussi ceux qui roulent avec des roues de plus grand diamètre, parce que forcément, ça force plus sur la fourche lors des efforts latéraux. Et aussi ceux qui roulent en radix ou 12 standard, parce que le shape est plus plat, le coefficient de pression est plus important, donc pareil, la fourche prend plus cher en bas. En fonction de son type de riding, en fonction de si on sait aussi qu'on casse souvent des fourches ou pas, on peut se dire ok, celle-là va me suffire. Ok, non, moi j'ai besoin de ça parce que là je sais que ça va pas me suffire, donc je suis obligé de passer sur cette fourche-là qui peut soit être un peu plus chère, soit être plus lourde, mais voilà. À chacun sa fourche, à chacun son riding. Du coup voilà, fin du petit résumé pour expliquer comment et pourquoi ces petites notations sont arrivées. Le fait que elles sortent pas du chapeau, c'est des chiffres objectifs et qui normalement reflètent la réalité de la gamme, et surtout comment les interpréter et faire en sorte que ça aide votre choix si vous êtes dans l'hésitation entre telle pièce, telle génération, et aussi comprendre quels sont les dessous et pas se dire la note reflète, je vais uniquement me focaliser sur cette note sans prendre en compte d'autres aspects qui comptent aussi sur des pièces, parce que ça c'est important et la note ne fait pas tout. C'est dur de résumer une pièce à un chiffre. Ce serait trop simple. Fin de la vidéo. Reste plus qu'à trouver votre bonheur et en espérant que vous preniez plaisir et que vous kiffiez sur ces nouvelles petites pièces. Bon ride à vous. À la prochaine.